Alors, avant d'ouvrir les échanges sur cette première table ronde, je crois qu'il est utile de rappeler le cadre et les enjeux. L'attractivité territoriale constitue aujourd'hui l'un des leviers majeurs pour répondre aux difficultés d'accès aux soins. Dans un contexte de tension croissante sur les ressources, elle ne peut plus être appréhendée uniquement sous l'angle de l'installation ou du volume de professionnels, mais doit être analysée à travers les conditions d'exercice, l'organisation du travail et les dynamiques collectives. Le département de l'Essonne illustre pleinement ces enjeux. Il connaît à la fois une forte croissance démographique, une diversification des besoins de santé et des disparités importantes entre territoires. Ces évolutions s'accompagnent de transformations profondes des pratiques professionnelles et des attentes exprimées par les soignants, notamment en matière d'équilibre, de coopération et également d'accompagnement. La question posée dans le cadre de cette table ronde est donc la suivante. L'attractivité territoriale passe-t-elle par la qualité des conditions d'exercice? Derrière cette interrogation, plusieurs problématiques concrètes seront examinées. L'organisation des équipes et des temps de travail, le recours aux fonctions d'appui et de coordination, le développement des assistants médicaux, l'accueil des stagiaires et des internes, l'anticipation des transmissions d'activités, ainsi que l'accompagnement des transitions professionnelles. Ces enjeux dépassent largement le seul périmètre individuel. Ils interrogent la capacité des territoires à proposer un cadre d'exercice lisible, organisé, coordonné, dans lequel les professionnels peuvent s'inscrire dans la durée. À ce titre, les CPTS occupent une place centrale. Elles constituent des espaces de dialogue et de structuration permettant d'articuler les initiatives professionnelles, les politiques publiques et les besoins de la population. Cette table ronde a donc pour objectif de croiser les regards entre institutions, collectivités, professionnels et acteurs de terrain afin d'identifier les leviers existants, d'analyser leurs conditions de mise en œuvre et d'envisager des pistes d'amélioration adaptées aux réalités du territoire. Il ne s'agira pas de rechercher des solutions uniformes, mais bien de partager les expériences, d'objectiver les difficultés rencontrées et de mettre en perspective les actions qui contribuent à renforcer l'attractivité des territoires et à sécuriser les parcours professionnels. Je remercie donc l'ensemble des intervenants mobilisés pour cette table ronde et pour leur contribution à cette réflexion collective. Madame Clémence Lemarec sera donc la co-animatrice avec moi et avant de lui céder la parole, je remercie nos deux rapporteurs de cette journée, Monsieur Anthony Jagot qui doit être présent quelque part. Ils sont là, les rapporteurs. Ah, ils sont là, d'accord, très bien. Monsieur Jagot et Amélie Kahn qui est coordonnatrice chargée de mission de la CPTS Cœur-Essonne, qui ont ce rôle important de co-rapporteur et qui donc feront une restitution à titre de synthèse des échanges qui auront eu lieu. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble des experts et partenaires CPTS présents avec nous pour pouvoir illustrer cette thématique ô combien importante pour notre territoire et d'ailleurs pour l'ensemble des territoires sur le plan régional et également en national. Grande question que cette thématique, santé et bien-être des soignants, l'attractivité du territoire passe-t-elle par la qualité de vie au travail? Afin d'inaugurer cette thématique, je vais donc passer la parole à Monsieur Alexandre Grenier, qui est directeur de l'URPS Médecins Île-de-France, si je ne m'abuse, avec une question pour débuter. Monsieur Grenier, avec l'agglomération Grand Paris Sud, vous avez mené une grande enquête sur l'attractivité du territoire et sur l'offre de soins. Pouvez-vous nous en dire quelques mots afin d'ouvrir cet échange? Oui, je vais tenter de vous résumer la situation. Bonjour à tous, je suis effectivement donc Alexandre Grenier, directeur de l'Union régionale des professionnels de santé médecins, qui est une organisation donc qui représente les médecins libéraux, 20 000 en Île-de-France, et donc tous adhérents à l'URPS. Alors, d'abord, je m'excuse, vous allez voir, je parle pas que, mais quand même beaucoup de médecins et beaucoup de médecins libéraux, mais en fait, c'est ma fonction et mon titre, et c'est aussi pour ça, je crois qu'on m'avait invité, donc je vous prie de m'excuser si c'est un peu ciblé sur ce public-là. Je tiens d'abord, bien sûr, à vous remercier de nous inviter à témoigner à cette table ronde, et je suis content de voir la mobilisation de tous les acteurs territoriaux autour de cette thématique de renforcer l'attractivité. On a effectivement engagé donc ce qu'on appelle une enquête, ou plutôt un diagnostic de territoire, avec Grand Paris Sud. Grand Paris Sud qui est donc une agglomération Essonne, mais pas que Essonne, Essonne et Seine-et-Marne en fait, qui regroupe 300 000 habitants et 23 communes. Et l'idée quand on engage donc cette démarche, qui n'est pas tout à fait nouvelle, c'est finalement d'être en capacité d'apporter une photographie de l'offre de soins
au travers de cette photographie, on fait effectivement une enquête auprès des professionnels de santé en libéraux dans le territoire, donc tous les professionnels de santé libéraux, quelle que soit leur discipline et leur spécialité, pour leur demander effectivement quelles sont leurs conditions d'exercice et comment ils vivent leur quotidien et quelles perspectives d'avenir ils ont sur ce territoire. Alors c'est pas une démarche totalement nouvelle que ce diagnostic de territoire, puisque en fait on le propose aux collectivités depuis une vingtaine d'années. Voilà. À l'époque, en fait, on nous traitait de jeunes dingues parce qu'on nous disait bah, il y a un problème de démographie médicale en Ile-de-France. Enfin, voilà, quand on proposait ça aux maires, on nous disait c'est pas la peine de nous mobiliser sur ces questions-là. Les temps changent et en fait maintenant on nous traite plutôt de vieux ringards en nous disant en fait le diagnostic on le connaît déjà, il n'y a plus de médecin. Voilà. Donc en 20 ans on voit quelle a été l'évolution sur nos territoires. Cette démarche elle est toutefois intéressante parce que elle permet donc d'avoir un raisonnement qu'on a sans doute parce qu'il a été travaillé avec les médecins, qu'il y a un raisonnement assez médical qui consiste à poser un diagnostic, à le partager avec le territoire et les acteurs du territoire, et puis à essayer de mettre en place ce qu'on appelle une thérapeutique, c'est-à-dire des actions et des moyens qui vont permettre, si possible, d'atteindre la guérison. Voilà. Donc, si on résume la situation, finalement, elle est assez connue des médecins et des soignants. Quel idéal, bien sûr, c'est de pouvoir avoir un territoire observant et donc de mesurer les résultats de ce qu'on a produit. Dans le fait, à quoi quel rapport ça a avec notre sujet d'aujourd'hui et de la qualité de vie au travail? En fait, ce diagnostic, il permet de mobiliser tous les acteurs et dans un monde où les pénuries, où la pénurie de ressources est évidente, de recréer en fait du lien en se disant qu'est-ce qu'on va faire au niveau de ce territoire. Et ça part de choses très simples à des choses un petit peu plus compliquées. Donc dans les choses très simples et les recommandations qu'on met en place, c'est notamment de développer, on va dire, la notion d'accueil du public professionnel de santé libéraux. Et cette notion d'accueil, elle passe par des recommandations du type, si vous avez des étudiants internes ou autres étudiants en fait qui passent sur votre territoire, il nous paraît opportun de penser à les réunir, à faire en sorte qu'ils se connaissent entre eux et à leur présenter le territoire pour qu'ils puissent notamment voir de quelle façon ils pourraient s'y implanter. Ça passe aussi par le développement des terrains de stage sur le territoire. En introduction, c'était évoqué tout à l'heure, et nous, on se mobilise beaucoup pour que, effectivement, les médecins libéraux s'investissent dans ce domaine-là et deviennent maîtres de stage universitaires pour recevoir des internes qui, donc, du coup, viennent travailler dans les territoires. Et puis, ça passe aussi par l'accueil des publics jeunes professionnels de santé qui souvent ont des problématiques qui sont celles de tout le monde, mais ça peut être trouver une place en crèche, travailler à la scolarité des enfants, ou bien avoir une place dans une association sportive, ce genre de choses. Et ça fait partie aussi des bonnes conditions d'accueil d'un territoire. Et quand on voit qu'on a quelqu'un à l'écoute, et notamment une personne dédiée, alors je crois que c'est le cas notamment dans les CPTS, mais aussi dans certaines collectivités territoriales, d'avoir des personnes qui de plus en plus en fait sont des portes d'entrée pour l'accueil des professionnels de santé. Et puis au niveau des CPTS, le fait d'organiser, et je crois que vous le faites déjà dans certaines CPTS, des soirées d'accueil des nouveaux venus, voilà, c'est plutôt aussi une bonne idée. Ça permet de démontrer qu'on est ouvert et accueillant, voilà, vis-à-vis des nouveaux enfants, et ça permet d'une certaine façon aussi de faire connaissance les uns les autres, parce que parfois on a tendance à être un peu isolé en fait quand on commence une carrière libérale. Dans cette démarche de diagnostic, il y a aussi des choses qui débouchent sur des notions plus structurantes. Et notamment, l'URPS Médecins, on a négocié avec l'Agence régionale de santé un dispositif qui vise à financer des cabinets groupes pour créer en fait des équipements qui sont des équipements, on va dire, modernes et accueillants. Alors, il vous aura pas échappé, si vous consultez dans les cabinets libéraux, que parfois il y a des cabinets libéraux qui commencent à être un peu vétus, voilà, et que c'est quand même important, voilà, d'investir dans des murs qui soient des espaces aux normes, pas trop chers pour que les professionnels de santé puissent s'y installer, et accueillants et confortables pour l'accueil du public.
Ce dispositif, il nous a permis, en l'espace de 7 ans, puisqu'il existe depuis 2018, de financer à peu près 380 cabinets libéraux qui, en moyenne, font entre 200 et 300 mètres carrés. Donc, quand on multiplie ces deux chiffres, ça fait à peu près 100 000 mètres carrés quand même de surface de consultation de soins qui ont été développés en Île-de-France. Sur ces 380, il y en a un peu plus d'une cinquantaine dans l'Essonne, voilà, donc c'est quand même significatif en termes de rendu. Et dans ces structures, il y a à peu près, on a fait le recensement récemment avec l'Agence régionale de santé, 2600 professionnels de santé qui exercent, dont environ 1600 médecins généralistes et autres spécialités. Donc, en l'espace de 7 ans, ça a été finalement une dynamique significative qui a permis, en fait, parce que c'est aussi quelque chose d'important d'avoir le matin quand on se réveille envie d'aller travailler dans des locaux notamment qui soient tout simplement assez confortables et accueillants, voilà, et dans lesquels on a plaisir à se retrouver avec les équipes avec lesquelles on travaille dans de bonnes conditions. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire au travers du diagnostic donc qu'on engage avec Grand Paris Sud, qui permettra aussi le maillage de nouvelles structures, même s'il y en a déjà qui ont été créées sur ce territoire dans un certain nombre de villes autour de nous, donc avec des équipements qu'on peut être financés et qui déjà sont en fonctionnement. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre avec vous, docteur Estadieux. D'abord, est-ce que voilà, vous pourriez aussi nous témoigner de votre retour en tant que professionnel de santé installé sur le territoire? Quelle énergie ça donne aux professionnels de santé du territoire de travailler sur l'attractivité territoriale et d'essayer d'accueillir des jeunes installés? On a fait une expérience de travail avec l'agglomération Cœur-Essonne et 3 CPTS de cette agglomération pour faire une journée des étudiants. On a accueilli les étudiants en pluripro d'ailleurs, pas que médecins, on a accueilli. Et cette journée nous a montré à quel point le fait de structurer cette journée avait donné beaucoup d'énergie aux anciens, que lorsqu'ils sont venus, leur conclusion, c'est bien de rencontrer les jeunes, de comprendre quels peuvent être leurs besoins, de comprendre aussi le fonctionnement de ces jeunes, de les connaître. Et pour les jeunes, ça a été réellement... on est content de voir qu'il y a quelque chose qui se fait déjà, qu'il y a des équipes structurées. Ils ont mieux compris par cette journée ce qu'était une MSP, ce qu'était une PMI, ce qu'était une CPTS, puisqu'on leur a expliqué. Chacun a pris un temps de parole pour l'expliquer. Et la conclusion, c'était que de se sentir comme ça, unis à travers les générations et avec les élus, d'intégrer ça à un paysage aussi, paysage, notamment c'était le paysage Cœur-Essonne, ça a amené une énergie à tous et une envie de continuer comme ça. Alors c'était une expérience d'une journée, avec un espèce game dans un premier temps, ensuite un repas commun où chacun a pu échanger en sachant qu'il y avait l'agglo, il y avait plusieurs professionnels, il y avait aussi il y avait pas que des médecins, il y avait vraiment du pluripro. Et ensuite, il y a eu cette approche de leur expliquer ce qu'était une PMI, ce qu'était une MSP, qu'est-ce qu'on faisait, comment surtout, quel lien on avait entre nous, comment on avait réussi à faire des ponts entre tout ça. Ça les a beaucoup intéressés, ça nous a donné envie de recommencer et ça nous a tous donné beaucoup d'énergie, aux jeunes et aux anciens. Une autre expérience a été de faire une petite soirée fête dans notre CPTS, par contre, au Val d'Orge, où les jeunes soignants et les anciens soignants sont venus sur une soirée organisée par la CPTS. Et là aussi, il y a eu beaucoup d'espoir, beaucoup d'échanges, et ça a donné aussi des adhésions ensuite et des envies de travailler avec des jeunes, d'attirer les jeunes, de voir comment on pouvait attirer les jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour poursuivre sur aussi le rôle que peuvent jouer les CPTS, pourriez-vous nous partager votre regard sur le rôle que peuvent jouer les CPTS sur l'attractivité territoriale et sur le partenariat aussi avec les collectivités territoriales? Déjà, si on part, comme le disait tout à l'heure Herman du début, les CPTS, elles ont commencé à vivre au moment du Covid. Et on s'est bien rendu compte que ce qui a donné, vraiment ce qui nous a fait démarrer, c'est ça. C'est-à-dire le fait de travailler tous ensemble et de travailler avec les communes. Après, il y a eu un petit peu un flottement parce que voilà, il a fallu que les CPTS prennent leur place. Et maintenant, dans toutes les CPTS de l'Essonne,
ce qui se passe, c'est que par exemple, un des moments où il y a le plus de rencontres avec les uns et les autres et où on se sent le plus efficace, où les soignants se sentent bien, où les élus se sentent bien, c'est quand on fait des journées de prévention, par exemple. Quelles que soient les journées de prévention, que ce soit des forums, que ce soit des actions ciblées où on travaille à faire du aller vers. Là, on a à la fois une action de CPTS, c'est-à-dire qu'on est dans la coordination, mais aussi dans l'action, c'est-à-dire on fait quelque chose pour les patients, tous ensemble. Il n'y a pas que la coordination qui compte. Donc je pense... Pardon. Excusez-moi, je demanderais juste, je sais que les échanges sont normaux dans la salle pour faire connaissance, de parler un poil plus bas pour que nos intervenants puissent être entendus. Merci beaucoup, merci. Donc je pense que ces actions de prévention, faut les développer de plus en plus, avec des thèmes très variés. Il faut trouver des modalités pour en faire davantage et mieux. Et les CPTS sont un bon support, mais aussi en allié avec les MSP, avec les cabinets où les gens sont isolés, parce que justement, l'isolement, la CPTS permet aux soignants qui sont isolés et qui sont pas en structure de vivre aussi ce collectif, parce qu'on parle toujours des MSP et des centres de santé, mais il y a beaucoup de soignants qui sont seuls et il faut pas les oublier parce que c'est aussi des ressources importantes, avec des gens qui ont plein d'idées aussi. Voilà, donc la prévention est importante. Le lien ville-hôpital, je pense que les jeunes sont vraiment demandeurs, et les anciens aussi, d'un lien ville-hôpital efficace. Pour l'instant, on fait beaucoup de travaux avec l'hôpital, mais c'est l'avis de beaucoup de CPTS. On fait des allers-retours permanents, c'est-à-dire on avance, on recule, on avance, on recule. Et la notion de communauté n'est pas encore bien comprise. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment, et là je me fais un peu le porte-parole de la réflexion qu'on a eue à l'ADAP la semaine dernière, c'est-à-dire au séminaire qu'on a fait des CPTS d'Île-de-France à Paris avec Madame Certain, c'est que réellement, cette communauté, il faut la construire. Elle n'existe pas encore. On fait des choses, mais on parle souvent d'outils, on parle de petits parcours dans des bouts, mais l'idée communautaire ville-hôpital, où l'hôpital reste à sa place et où la ville prend sa place, c'est encore pas ça. Et je pense que là, on a beaucoup à faire. Et on a tous à y gagner. L'hôpital est demandeur, la ville est demandeur, mais on n'a pas bien encore la méthode. Et je pense que là, toutes les CPTS seront d'accord. Ça, c'est vraiment la chose à faire. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est probablement le lien avec les élus. Je pense que les CPTS, on sait peut-être pas assez se faire connaître. Certains élus n'ont pas tous compris encore le bénéfice des CPTS. Certains nous ressentent une sorte de concurrence. Et je pense que il faut pas être là-dedans. Je pense que les élus ont une expertise de population, une expertise de comment faire pour une meilleure santé. Et je pense qu'ensemble, on peut faire du bon travail. Et ça a été le cas, notamment nous, sur notre agglo. On a une agglo qui nous aide beaucoup. On a commencé à avoir des projets communs avec 3 CPTS. Et voilà, je pense que l'avenir, il est à la compréhension de chacun et à prendre les bonnes expériences ou ce qui se fait de bien partout et les partager. Merci beaucoup. Donc, comme on parle collectivité territoriale, je me tourne vers vous, Amandine Caudron-Lecomte. Alors, sur l'attractivité territoriale, on pense souvent aux aides à l'installation. Vous, quel est votre regard, bilan sur ces aides financières à l'installation ? Alors, avant de parler effectivement aide financière, on parlait pas attractivité avant quand on parlait de santé. C'est maintenant incontournable. C'est dans le titre de cette table ronde. C'est effectivement très d'actualité. Et monsieur, mon voisin, effectivement, a rappelé pourquoi. L'attractivité... elle est aujourd'hui nécessaire et incontournable parce que la santé, et pour les Essonniens, entre autres, les dernières statistiques démontrent que c'est la deuxième priorité du coup des Essonniens, après, entre autres, les mobilités. Et l'attractivité, du coup, est le sujet numéro 1 de la stratégie d'attractivité départementale qui a été votée en juin 2024. Il y a des aides financières qui peuvent du coup être un levier d'attractivité, mais ne sont que un des leviers. On parlera des autres leviers, Clémence, après. Les aides du conseil départemental, elles ont permis effectivement la création de 22 structures d'exercice collectif. Quand on sait qu'aujourd'hui, effectivement, les structures d'exercice coordonné sont une attente et sont du coup aussi un levier du bien-être, de la coordination et de ce qu'attendent les jeunes professionnels comme du coup les professionnels déjà installés.
Donc 22 structures pour un peu plus de 5 300 000 euros financés. Également des aides individuelles à l'installation pour aider à l'achat de matériel, de logiciels, et donc destinées aux professionnels de santé du territoire. 55 professionnels ont été aidés dans leur installation, dont 34 médecins généralistes et 10 orthophonistes. Les autres professionnels étaient un peu plus disséminés, mais on a également des chirurgiens dentistes, masseurs kinés, sages-femmes, orthoptistes également. En dehors de ça, on a voulu aussi, comme cœur de cible, les étudiants en santé et entre autres, du coup, les étudiants de 3e cycle d'études de médecine et de chirurgie dentaire. Donc là, il y a un certain nombre d'étudiants qui se sont saisis de ces bourses départementales d'études et de projets professionnels qui nous ont permis, en dehors de cette aide financière effectivement à leurs études, de nouer un lien et un contact privilégié avec eux, de suivre leurs projets, de leur parler effectivement de ce qu'on fait et de ce que font effectivement nos partenaires. Donc ça, ce sont les aides financières. Et en dehors du coup de l'offre de soins de ville, l'ambulatoire, le conseil départemental soutient l'innovation, soutient entre autres du coup a soutenu l'acquisition d'un robot de dernière génération pour le CHSF et soutient, et là on est au-delà du coup des leviers financiers. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure, Monsieur Baudet en a parlé, de l'universitarisation, du développement de nos filières, parce que c'est ça aussi qui donne envie à des professionnels de venir sur notre territoire. Merci beaucoup. Donc, effectivement, sur l'attractivité du territoire, alors déjà, vous occupez la fonction de chef de projet santé et attractivité médicale. Ça en dit long aussi sur l'engagement du département de l'Essonne sur cette thématique. Quel levier, justement, vous identifiez en plus de ces aides pour favoriser cette attractivité territoriale? Oui, c'est ça. L'attractivité, elle s'est même invitée dans l'intitulé de mon poste, mais comme dans de nombreux postes aujourd'hui, parce qu'il y a des communautés d'agglo qui sont là aujourd'hui, qui ont des chefs de projet santé également, qui sont donc mes homologues en intercommunalité ou des chargés de mission. Et sur la moitié, effectivement, de nos intercos, j'ai des interlocuteurs. Et quand il n'y a pas d'interlocuteurs identifiés santé, le sujet est quand même pris à bras-le-corps par les directeurs généraux des services, entre autres, et évidemment les élus des territoires. Alors, les autres leviers d'attractivité, déjà, c'est faire savoir quels sont les atouts de notre territoire, faire savoir vos atouts, effectivement, en territoire, d'interco, de communes, mais de façon globale, l'Essonne. Et faire savoir, ça passe par de la communication, évidemment. Communication, diffusion. Il y a un outil tout neuf, du coup, qui a été piloté par le conseil départemental, mais auquel, du coup, ont collaboré la CEPAM, l'ARS, l'URPS médecins et le conseil départemental de l'ordre des médecins pour une plaquette que vous retrouverez à l'entrée, alors qui donne à voir, évidemment, nos CPTS, nos maisons de santé, l'offre de soins, du coup, de l'assurance maladie et de l'ARS, l'offre de services que M. Grenier nous a effectivement développé en partie tout à l'heure de l'URPS médecin, avec lequel on travaille beaucoup, mais également aussi tous les leviers qui sont liés aussi à la santé, c'est-à-dire la recherche, l'innovation, et vous y trouvez du coup des contacts précieux. Ça, c'est du coup l'attractivité de l'Essonne dans son ensemble. Et après, chaque territoire est invité du coup à personnaliser, évidemment, puisqu'il y a déjà des actions qui sont faites. Donc, des opérations de communication, ça, c'est une chose. On communique aussi quand on échange, quand on se rencontre. Le docteur Estadieux l'a dit, il y a des belles initiatives qui sont faites, comme la journée du 26 novembre à Cœur d'Essonne agglomération, sur cette journée qui était une réussite. D'autres intercommunalités font effectivement ce même exercice et support effectivement de rencontres sous différents formats. Le conseil départemental, il est également dans l'allée vert, dans les forums étudiants, dans l'organisation de journées comme celle-ci, avec les rencontres de la santé du 21 mars 2024, où on était 250 professionnels également. Donc ça, c'est important. Et puis, des événements à venir à l'échelle départementale également, du coup, en 2026 et 2027. Donc, faire savoir les atouts de l'Essonne, aller vers, se rencontrer... Et se rencontrer, on va encore le faire en 2026. On a dit en introduction, et M. Lothman l'a rappelé, il ne faut pas qu'on se loupe sur l'accueil des docteurs juniors. Et donc, comme du coup, on n'a pas envie de se louper, le conseil départemental, là, il se mobilise aussi pour préparer. Et du coup, là, c'est un appel à l'ensemble des CPTS. J'en ai déjà rencontré certaines, mais à l'ensemble qui sont là,
de travailler ensemble pour cette 4e journée du coup de territoire, l'accueil des docteurs juniors, pour qu'elle soit enrichie du coup effectivement de votre activité clinique en ville. Et le conseil départemental, en dehors du coup des terrains de stage qui existent déjà et qui vont perdurer dans les services territorialisés de PMI, de centres de santé sexuelle, évidemment aussi dans nos services médico-sociaux, on a réfléchi et on innove. Et du coup, on propose aussi des journées dans les services de protection de l'enfance. Donc, un public ô combien vulnérable et qui a besoin aujourd'hui, effectivement, de soins, et pas que de soins somatiques, mais aussi de soins pour leur santé mentale. Et puis également, du coup, le pôle départemental de médecine du sport, qui est le seul qui existe en France et qui va proposer aussi, du coup, à nos docteurs juniors de découvrir du coup la médecine du sport dans sa coordination. Et également, on travaille en commun avec la direction de la santé du coup du SDIS, du service départemental incendie secours, et qui est très intéressé et qui a déjà du coup fait une offre de proposition pour accueillir ces docteurs juniors. Et peut-être, j'espère, je croise les doigts également, un dernier en médecine du travail. Donc 3 jours du coup sur les territoires auprès des CPTS, une 4e journée où du coup on partagera et du coup l'offre est faite, voilà. Et je crois beaucoup, et comme du coup Christine et Sadieu, ça fait 2 ans et demi que j'occupe ce poste, c'est mon premier poste en collectivité. Je viens d'autres partenaires de santé, je travaille en ARS, je travaille au ministère chargé de la santé. Et ici, on a une grande chance en Essonne, c'est qu'à quand on se rencontre sur ces journées-là, quand on se rencontre dans ces journées comme aujourd'hui, eh ben, on construit ensemble. Et construire ensemble, ça continue de nous motiver. Et du coup, cette motivation, elle doit pouvoir porter nos ambitions haut et fort à tous. Merci beaucoup. Merci, Madame Caudron-Lecomte. Vous l'avez vu, hein, beaucoup de thématiques, beaucoup d'axes abordés en rapport à cette fameuse attractivité du territoire qui est centrée sur la santé des soignants et leur bien-être, et au-delà de ça, de leurs conditions à la fois d'installation et d'exercice. Et en cela, je voudrais revenir vers Monsieur Grenier parce que on sait aujourd'hui que pour les professionnels de santé, notamment lorsqu'ils sont en phase d'installation, mais également dans le cadre de l'accompagnement au quotidien dans le cadre de leur exercice pour favoriser le bien-être, il y a un ensemble de leviers à déployer. Donc les CPTS, vous l'avez vu par les différents exemples, essayent de réunir l'ensemble des éléments pour avoir des interlocuteurs dédiés pour accompagner les professionnels de santé. Peut-être qu'il y a un lien à imaginer ou à renforcer avec l'URPS médecin, parce qu'on a cru comprendre de par les échanges que l'URPS médecin était dépositaire d'un ensemble de ressources, en tout cas extrêmement favorisant pour ces professionnels. Pourriez-vous nous les décrire de quelque manière? En quoi est-ce qu'ils permettent de favoriser la qualité de vie des professionnels de santé et comment est-ce qu'on pourrait imaginer une coopération plus renforcée avec les CPTS afin de promouvoir l'ensemble de ces ressources? Bien volontiers. Alors d'abord dépositaire de pas grand chose, mais je vais quand même expliquer ce qu'on fait et surtout en fait je trouve qu'on n'en fait pas assez. Donc si vous voulez nous aider, ça sera tout à fait bienvenu. La première chose que à mon goût, il convient de développer, et nous, on essaye de le faire au sein des équipes URPS, c'est avant tout une culture de la bienveillance et de la considération vis-à-vis des médecins qu'on accompagne, quelle que soit la phase de leur projet, donc installation ou exercice au quotidien. Et ça... ça veut dire que on est à leur écoute, on se rend disponible et on est attentif à leurs besoins, considérant que voilà, et c'est un peu la baseline en fait que je m'emploie à déployer auprès de nos équipes. On essaye de prendre soin d'eux comme ils prennent soin de leurs patients, donc avec la même attention, la même écoute et la même empathie. Ça, on essaye de le partager aussi avec l'ensemble des partenaires. Et à ce titre-là, on a fait une petite enquête une fois avec la CEPAM qui était amusante, voilà, qui s'appelait auprès des médecins libéraux, qui s'appelait Votre CEPAM et vous, où les médecins libéraux témoignaient en fait de la relation qu'ils avaient avec leur CEPAM. Et ça nous a amené à réunir les 8 directeurs de CEPAM et à mettre avec eux en place, on va dire, quelques mesures permettant notamment d'améliorer la communication en fait entre les professionnels
professionnels de santé libéraux et médecins, en commençant par exemple par des formules dans les courriers qu'on a vu se mettre en place et qui sont quand même plus agréables que des choses un peu qui relèvent plus de l'injonction, en disant nous apprécions le travail que vous faites au quotidien, nous vous remercions pour votre engagement. Enfin voilà, tout ça c'est des formules en fait qui permettent aussi de développer le bien-être en fait et la considération quand on reçoit un courrier d'une institution qui vous écrit ponctuellement mais quand même assez régulièrement. Sur le thème de la santé des médecins, on a, nous, et ça pourrait être développé sur les autres professions, mais mis en place ce qu'on appelle un baromètre santé des médecins libéraux, qui est tout simplement une question qu'on leur pose annuellement et qui est assez simple, c'est « Et vous, docteur, comment allez-vous » Cette question, elle pourrait être posée par les patients aussi, mais nous, on leur pose au travers d'un auto-questionnaire qui permet d'une part, au travers de 10 questions assez rapides, en fait, de voir dans quel état ils se situent, aussi bien sur un plan psychique que physique quant à leur santé, et qui débouche, en fait, cet auto-questionnaire sur une recommandation, peut-être vous devriez prendre un peu plus soin de vous, peut-être vous devriez vous-même aller consulter quelqu'un, enfin voilà, et donc de les accompagner dans ces démarches. On fait ça une fois par an, ça rencontre un succès je ne sais pas si on peut dire significatif, mais généralement, on a 1 millier de médecins qui participent à ce baromètre, qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, en fait, c'est aussi une idée de répétition pour faire en sorte qu'eux-mêmes pensent de temps en temps à prendre soin de leur santé, car on sait, et c'est d'ailleurs, ça fait partie maintenant des recommandations, que pour bien soigner, il vaut mieux être soi-même en forme. Voilà. Parallèlement à ça, on a mis en place, pour les aider quand ils en ont besoin, un réseau qui s'appelle Médecins de médecins, qui tout simplement permet à un médecin, parce que c'est pas toujours simple en fait, d'aller consulter un autre confrère, et ça dans une organisation qu'on met en place, dans des délais qui sont raccourcis, et avec des médecins qui sont un peu formés pour recevoir eux-mêmes des médecins. Et puis bientôt, l'année prochaine, on va mettre en place aussi avec les caisses primaires d'assurance maladie, développer une consultation de prévention qui s'adressera donc là aussi aux médecins libéraux et qui leur permettra donc dans un centre d'examen de l'assurance maladie de venir passer 1 heure en fait sur une consultation un petit peu plus préventive pour faire un point sur leur santé. Donc ça c'est le chapitre santé. On a malheureusement un autre chapitre qu'on est amené à traiter dans lequel on n'est pas simple dépositaire parce que les conseils de l'ordre sont aussi pleinement concernés et puis d'autres échelons comme les préfectures, les commissariats, etc. C'est la partie violence-agression, donc il faut aussi quand même traiter, voilà, parce que quand on reçoit du public, on reçoit 99% d'un public qui est tout à fait sympathique à recevoir et à soigner, mais parfois il arrive qu'il y ait des incivilités, voire un peu plus, qui au quotidien en fait peuvent quand même gâcher, voire venir perturber, voire venir arrêter une carrière. Voilà, donc on a des situations quand même qu'on accompagne sur des médecins qui nous disent moi j'ai peur d'aller travailler le matin, je veux plus y aller parce que en fait j'ai été menacé, parce que j'ai été agressé, et ça c'est dans l'attractivité du territoire et dans le bien-être au travail, ça me semble quand même être quelque chose d'essentiel. On peut pas venir travailler avec la peur au ventre le matin, donc il faut bien sûr mettre en place des dispositifs qui permettent d'aider. Alors, on s'est activement battu pour que la loi soit renforcée et que les sanctions soient pénales, soient notamment plus fortes pour ce type de menaces, d'injures, d'outrage ou d'agression. Et puis on a mis en place aussi un numéro qui est le 01 45 45 45 45 45, 4 x 45, voilà, qui est un numéro mémotechnique et qui permet donc aux professionnels de santé de nous appeler pour les accompagner, soit dans des démarches qui sont des démarches, on va dire, suite à une agression, soit dans des démarches préventives. Donc ça, c'est plutôt pour les médecins installés. Pour les jeunes
parce que c'est quand même important. On a la chance, en fait, avec l'ensemble des partenaires, Caisse primaire d'assurance maladie, Agence régionale de santé, Conseil de l'ordre et URPS, d'avoir initié depuis 2012 un guichet unique en Île-de-France. Donc, tous les mois, dans chacun des départements, il y a une permanence locale d'aide à l'installation qui permet aux professionnels de santé d'être reçus dans cette permanence. Donc, c'est quand même relativement accueillant et ouvert, et d'avoir un entretien individuel en présence de l'ensemble de ces institutions pour être accompagné dans les démarches d'installation. Donc, c'est un dispositif quasi unique en France. Hein. Donc, voilà, nous, en tous les cas, pour les médecins, mais ça existe aussi pour les autres professions, ça nous a permis, depuis 2012, de recevoir environ 2500 médecins dans ce dispositif. On en reçoit à peu près 350 par an. En tous les cas, ça a été le chiffre en 2025. Et l'idée, là, c'est vraiment de montrer d'abord qu'on est à leur écoute et de concrétiser, en fait, leur installation en lien avec les acteurs territoriaux. Donc, ensuite, on les oriente notamment vers les CPTS, mais aussi vers les structures qui ont potentiellement passé des annonces parce qu'elles étaient en situation de recrutement, voilà, dans leurs équipes. Et enfin, pour ceux qui sont à l'autre bout de la boucle, c'est-à-dire ceux qui sont en fin de carrière, on est en train de tester un pilote de permanence, voilà, pour ceux qui sont en fin de carrière cette fois-ci, pour les accompagner dans la perspective de cessation d'activité. Et cette cessation d'activité, elle passe, et c'est ce qu'on essaye de développer aussi par le potentiel d'une reprise d'activité. Et c'est donc ce qu'on travaille avec eux, en essayant donc d'anticiper et de faire en sorte de leur trouver un successeur quand c'est possible, et si c'est pas possible, de faire en sorte de trouver des solutions pour les patients qu'ils soignent dans l'environnement, en fait, notamment pour les patients qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est en lien avec notamment les caisses primaires d'assurance maladie pour les patients ALD et maladies chroniques. Voilà. Merci beaucoup pour ce condensé très exhaustif et très complet. Je suis très intéressé par tout ce que vous avez dit, notamment à la fois sur le sujet des offres de services à proposer aux professionnels lorsqu'ils font face à des difficultés, notamment de la violence verbale, de l'agression, parce qu'on le dit souvent, en fait, on est dans une temporalité, un moment où une fameuse rencontre du soignant et du soigné ne se fait plus tout à fait, parce que le soigné a le sentiment de ne plus recevoir ce dont il a besoin et qui est un besoin extrêmement légitime, et parfois le soignant lui-même est un peu à côté d'une vocation qui est celui de soigner, qui devient un peu difficile dans un contexte un peu particulier. Deuxième élément également très intéressant, celui de la transmission, de l'attention portée à ceux... Alors là, on parle des médecins, mais c'est absolument pas du tout médico-centré, mais dans les territoires, on a besoin de cette matière première, si je peux me permettre de parler ainsi, que sont les médecins, mais la crise, entre guillemets, de l'offre dans les territoires concerne également beaucoup d'autres professionnels. Et donc, cette fameuse notion de transmission, d'attention portée à ceux qui sont proches du départ et qui souvent, plus ils approchent du départ et plus ils s'isolent quelque part, est quelque chose à mener. Et c'est très intéressant que vous puissiez le proposer, parce que ce sont un ensemble d'éléments qu'il faut que ce soit porté à la connaissance des différentes CPTS, et qu'il y ait, je pense, à l'avenir un travail beaucoup plus renforcé qui va parfaitement dans le bon sens pour qu'on puisse finalement amener la connaissance des offres qui sont existantes. La difficulté n'est pas qu'il n'y a pas de propositions, mais c'est à la fois l'identification de ces propositions et l'accès à ces propositions. On parle d'accès aux soins, et c'est assez drôle pour les professionnels de santé eux-mêmes. J'aimerais maintenant en venir au docteur Émile Izard, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des installations dans les territoires et que la plupart des installations ne se font quasiment plus que dans ces structures d'exercice coordonné et dans les maisons de santé pluriprofessionnelles. Alors, je me suis laissé entendre dire que vous aviez, une certaine expérience de ce travail à l'intérieur de structures d'exercice coordonné et du lien avec les professionnels à l'intérieur de ces structures. Est-ce que vous auriez quelques éléments à nous transmettre en termes de témoignages ? Alors, je vais être très terre-à-terre. On a beaucoup parlé de travail, de médecine. Alors, pour vous présenter le décor, je suis ancienne maître de conférence universitaire, ce qui me donne une casquette un tout petit peu particulière parce que je suis maître de stage maintenant depuis 10 ans, avec le versant fac que je connais assez bien. Et en fait, les médecins, enfin les jeunes internes en tout cas qu'on a dans les cabinets, ils recherchent effectivement une supervision médicale pour compléter leurs connaissances et tout ça. Ils cherchent aussi beaucoup de convivialité. On parle de qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est l'environnement. C'est quand on les emmène en visite, on va leur dire « Tiens, regarde, là, il y a ça. Tiens, ce restaurant-là, il est sympa. » Ça va être aussi « Viens aux soirées de CPTS, comme ça, tu vas voir ce qui se passe sur le territoire. » Nous, on a fait un peu comme Christine, mais en plus petit comité,
Alors, je pense que les deux ont leur légitimité, bien sûr, mais on a fait un séminaire de rentrée, effectivement, pour nos internes, en petit comité, avec un médecin conseil de la Sécu qui est venu aussi, du coup, discuter, avec d'autres professionnels de la maison de santé où j'exerce, parce que du coup, on est 19 et qu'on a beaucoup de professions qui sont représentées. Et comme ça, au moins, les gens, ils peuvent savoir, bah, tiens, je peux aller voir ce que fait la psychologue, tiens, je peux aller voir ce que fait l'activité physique adaptée. Et en fait, il y a tout un tas de professions qui peuvent aussi partager leur expérience et donner envie de s'installer. Dans les autres choses qui sont importantes, c'est nous, on donne des cours. C'est-à-dire qu'on dit, bah, il y a tel atelier, il y a tel atelier. Si ça vous intéresse, en début de stage, on vous donne la liste et puis vous venez quand vous voulez. Alors c'est bête, mais quand il y a un interne d'une commune qui doit se déplacer jusqu'à la maison de santé, qui découvre du coup le territoire, qui découvre qu'il y a une rivière à côté, qu'on peut se balader, bah ça rentre aussi dans la qualité de vie au travail, de savoir que bah il y a pas que la structure d'exercice, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et ça, bah c'est quand même quelque chose de très important. Dans les autres choses qui sont, je pense, importantes pour les jeunes qui vont s'installer aujourd'hui, bah, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont s'installer. Il faut pouvoir leur parler d'argent. Il faut pouvoir leur parler de bah, comment ça se passe, l'exercice en structure pluripro. Il faut savoir bah, c'est quoi une CPTS, à quoi ça sert. Les internes, faut pas oublier que la majorité ne savent pas ce que c'est qu'une CPTS. Ils n'ont pas de cours là-dessus, ils savent pas, ils débarquent en fait dans leur stage sans savoir ce que c'est. Donc ça, c'est hyper important déjà de leur transmettre bah, les... Et voilà. Du coup, je pense que ça... Il faut vraiment voir finalement l'interne dans cette globalité, comme on dirait pour un patient. Et de savoir est-ce qu'il a une famille, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il veut s'installer, c'est quoi son projet, et de l'intégrer finalement dans un territoire, dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. J'en viens à Monsieur Larage. Justement, en parlant d'intégration à la fois des internes et des professionnels de santé dans les territoires. Vous êtes vice-président de la trésorier, un rôle extrêmement important de la CPTS Val-de-Seine, il me semble. Vous avez une expérience, en tout cas, de collaboration à nous témoigner, qui peut concourir à l'attractivité du territoire ou au moins au bien-être des soignants. Et je crois que ça concerne peut-être les assistants médicaux. Ou au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Bien au-delà. Aujourd'hui, on a des problématiques comme ça a été énoncé par ailleurs, par Alexandre, par la CEPAM tout à l'heure aussi, par le directeur de la CEPAM, par le directeur de l'ARS. Parfait. On m'entend pas. Voilà. Parlez un peu plus fort. Ça va? Vous m'entendez? Donc je disais qu'on a de nombreuses problématiques effectivement de territoire. On parle de communauté, on met aussi à la complémentarité. La complémentarité avec les URPS, on a pu travailler ensemble avec Alexandre Grenier, notamment sur le diagnostic de territoire avec le CLS du Val-d'Ir-Val-de-Seine. On travaille aussi en collaboration avec les CEPAM, avec la CEPAM plutôt, et les équipes qui font un travail formidable sur le terrain, avec l'ARS qui sont ici présents et qui nous aident beaucoup. Et il s'est posé plusieurs questions à notre niveau, au sein de la CPTS du Val-de-Seine en tout cas. L'idée de dire, on a des MSU sur le territoire, on a des étudiants, des internes qui viennent. En tant qu'étudiant, moi-même étant jadis été étudiant, j'avais une problématique, c'était par exemple passer ma thèse. Voilà, je voulais passer ma thèse et j'avais pas forcément de sujet en lien avec mon territoire. Parce que souvent, on est à la fac et on nous propose des sujets de thèse très intéressants d'ailleurs. Néanmoins, j'avais envie de lier cette thèse à mon exercice professionnel. Comment faire ? À l'époque, j'avais pas de CPTS. Et on les a créés. Et ça, c'est un outil formidable aujourd'hui. Et c'est ce que je dis aux jeunes. Vous avez cette chance de pouvoir côtoyer des professionnels de santé du territoire, de terrain, qui ont cette expertise, cette vision globale du patient, autre que ce qu'on peut voir à la fac. Et donc, on peut vous proposer des sujets de thèse en lien avec votre exercice professionnel et qui vous permettra d'être un futur praticien et de pouvoir aussi appliquer ce que vous faites, de faire un travail qui vous permettra d'être en adéquation avec ce que vous ferez plus tard. Donc, on a pris sous notre joute des étudiants en médecine. J'ai été moi-même directeur de thèse d'un étudiant en médecine. J'ai été directeur de thèse de plusieurs étudiants en pharmacie.
Et les sujets, aujourd'hui, sont là. On a créé ce qu'on appelle une boîte aux lettres de thèse. On aimerait bien avoir, par exemple, des chirurgiens dentistes qui viennent. On a un sujet qui est pertinent sur l'autisme, par exemple, les soins dentaires pour les patients autistes, qui a une grosse problématique de territoire. Le handicap, aujourd'hui, de multiples questions et questionnements. Et c'est dans cette optique-là que les CPTS œuvrent au quotidien pour pouvoir justement accompagner ces jeunes. Et on sait tous que l'éducation, faire un projet sur le territoire, c'est aussi un ancrage. Et c'est le premier ancrage. C'est l'encre que l'on jette avant de pouvoir amarrer. Et ça, c'est important. En tout cas, en tant que CPTS, en tant que membre d'une CPTS, celle du Val-de-Seine, on a jugé utile de pouvoir accompagner les étudiants. Des étudiants au sens large du terme. C'est-à-dire que pas que des étudiants en médecine aujourd'hui. Il y a les kinés. On travaille avec des kinésithérapeutes qui sont partis du territoire et qui sont revenus parce qu'ils sont natifs de ce territoire et ils ont envie d'y revenir, mais avec des étudiants. Et les collectivités locales, aujourd'hui, nous aident. Bon, je pense notamment à la communauté de Vigneux-sur-Seine, mais pas que. Il y a Montgeron, Draveil, qui œuvrent aussi à essayer de nous trouver des structures adaptées, des locaux, éventuellement à l'acquisition. Le système dit patrimonial, la gestion patrimoniale, puisqu'il y a toute aussi cette ingénierie financière qui doit être mise en place. Et en tant que CPTS, on essaye de créer justement des soirées à thème sur qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que l'entrepreneuriat, parce que ce seront peut-être des chefs d'entreprise. Il y a différentes structures aussi qui existent juridiques, les SCM, les sociétés civiles, CISA, etc. Des acronymes qui font peur aujourd'hui et qui doivent être débunkés et qui doivent être aussi explicités à ces jeunes pour les amener justement à ne plus avoir peur de plus avoir peur de ces acronymes et plutôt les appréhender et s'en saisir. Très clairement, quand on est MSU et qu'on veut accueillir des étudiants, des internes, la question d'être en entreprise individuelle ou d'être en selle peut se poser, notamment avec les docteurs juniors. Pourquoi pas, d'un point de vue administratif. La toxicité administrative, qui est importante aussi au quotidien pour les infirmiers, pour les orthophonistes. On n'a plus d'orthophonistes, très clairement. Aujourd'hui même, j'ai plus de mal à trouver un orthophoniste pour un enfant que de trouver un médecin. Donc, la question primordiale de la pluridisciplinarité dans son ensemble est fondamentale dans le sens où un médecin qui n'a pas de solution pour son patient, ça va lui causer des problématiques majeures dans son exercice, parce que le patient n'a plus ce fil conducteur qui lui permet de se soigner, parce que le médecin généraliste doit pouvoir lui proposer une solution. Mais s'il n'y a pas d'orthophoniste, il ne peut rien faire. S'il n'y a pas de kinésithérapeute qui le prend en charge, il ne peut rien faire. S'il n'y a pas de médicaments à la pharmacie, c'est complexe, c'est compliqué. Et toutes ces problématiques-là dans leur ensemble, aujourd'hui, ont été abordées, bien évidemment, grâce à cette table ronde. Et l'idée, c'est d'être résilient aussi, et de se dire que tout n'est pas noir, il existe des solutions. Et la première des solutions, c'est la prévention, l'aller vers les populations. On essaye d'aller maintenant vers les populations, notamment pour les troubles du langage, pour que ça soit pris le plus tôt possible, donner des outils aux familles pour pouvoir justement leur permettre, en attendant de trouver une consultation spécialisée, de pouvoir déjà commencer la thérapeutique, puisque c'était Hippocrate qui le disait, le premier médecin, c'est d'abord soi-même, c'est d'abord le patient. Et voilà, sur le territoire du Val-de-Seine, on a essayé de mettre en exergue un peu tout ça pour faire en sorte que ce territoire est plutôt un territoire capacitant, qui permet justement une évolution globale de l'étudiant. Je rajoute aussi autre chose sur l'exercice, et je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire, sur l'exercice aussi multimodal que peut avoir le médecin, ou l'infirmier, ou le kiné. Il y a l'exercice libéral, certes, mais il y a l'exercice salarié.
Au Val-de-Seine, justement, on a récemment soutenu, grâce à l'ARS et grâce à la CEPAM, grâce au département et à la ville de Draveil, un centre de santé. Et ce centre de santé permet aussi le salariat. Il va permettre, on l'a dit tout à l'heure, l'interne ou le docteur junior, quand il viendra exercer sur le territoire, de se dire, bon, j'ai mon compagnon, il est encore peut-être interne ou il ne sait pas encore où il va s'installer. On est sur le territoire, on ne va peut-être pas s'installer définitivement, on va commencer par du salariat. Mais finalement, je m'y plais. Bon, je vais peut-être faire un exercice mixte, salariat, libéral. Et puis, à la fin, finalement, je vais m'installer parce que l'environnement, j'ai une belle rivière, j'ai l'Yerre, j'ai la Seine, le fleuve, et puis je suis pas loin de Paris, donc finalement, l'environnement est attractif. Et donc, je m'installe. Et là, je veux m'installer par contre en libéral. Mais je veux aussi après avoir un poste à l'hôpital, etc. Donc tout ça, c'est aussi la carrière que peut avoir aussi le professionnel de santé, l'infirmière, le kiné, etc. Donc bon, je vais m'arrêter là pour pas être trop prolixe, mais voilà, c'était en ces termes que je voulais intervenir. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour parler aussi d'un autre dispositif qui libère du temps médical, docteur Estadieux, vous expérimentez la collaboration avec un assistant médical. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et peut-être ce que ça vous apporte aussi dans votre pratique ? Alors, l'assistant médical, c'est vrai que ce que ça apporte, c'est déjà un soutien dans tout ce qui est administratif, c'est-à-dire que on a de plus en plus d'échanges, notamment avec les hôpitaux, avec beaucoup de comptes rendus qui nous arrivent, et donc déjà traiter les comptes rendus, arriver à aménager le dossier du patient. Et comme le disait aussi mon collègue Omar, l'assistant médical fait aussi le lien avec tous les autres, c'est-à-dire que elle veut faire le lien avec les hôpitaux pour l'aide au rendez-vous pour les patients qui ont du mal à en prendre, parce que comme on dit, on a beaucoup de mal, le médecin généraliste est assez démuni pour travailler maintenant, puisqu'il manque pas que des médecins, il manque tout le reste. Et vraiment là, l'assistant médical peut faire le lien, peut faire de la recherche, peut nous aider à gagner tout ce temps qui est chronophage, de trouver des solutions pour nos patients quand c'est urgent, évidemment pas pour tous les patients, c'est pas un bureau des rendez-vous, mais voilà, notamment pour les patients complexes, l'assistant médical a une bonne capacité à faire ce genre de choses quand on lui le forme bien et qu'on lui laisse la main. L'autre chose, c'est l'accueil des patients au cabinet. Il aide en consultation, notamment, par exemple, si vous avez les enfants, les personnes âgées. La tâche dans le cabinet est partagée un peu en deux. L'assistant médical peut aider au habillage, au déshabillage, à calmer un enfant. C'est surtout très utile, par exemple, avec les enfants TDAH. Alors là, c'est merveilleux, l'assistant médical, parce que ça fait vraiment une deuxième personne. C'est une bonne aide. Et puis, il y a tout l'assistant médical fait aussi le lien, alors ça c'est un peu nouveau, avec effectivement les autres professionnels de santé de la CPTS. Par exemple, nous, il y a un lien qui se construit avec notre infirmière Azalée, et donc il y a un partenariat possible pour tout ce qui est prévention et organisation de toutes les missions du cabinet. Et je pense que ça peut être, ça c'est pas spécialement un MSP. À partir du moment où un cabinet de groupe ou même un médecin seul peut très bien voir avec son assistant médical pour ce lien en externe. Il n'est pas forcément en interne. Cette capacité à l'assistant médical, elle peut être externalisée, évidemment. C'est pas spécifiquement dans les mêmes locaux. Et l'autre chose très intéressante, c'est que l'assistant médical fait aussi le lien avec les mairies, par exemple, quand on a un besoin, avec les CLIC, avec les DAC, mais aussi avec la CPTS, c'est-à-dire toutes les actions que l'on fait à la CPTS. Moi, mon assistante, elle est aidante, elle fait le lien notamment pour les actions, mais nos patients peuvent intervenir ou mes associés peuvent intervenir. Et il y a tout ce lien qui peut être fait avec l'assistant médical. C'est un gain de temps, puisque un gain de temps médical, comme disait Omar, et un lien avec les autres professionnels qui peut se construire petit à petit. Voilà. Merci beaucoup, docteur Estadieux. Moi, je trouve que ce dispositif d'assistant médical est extraordinaire parce que ça aide assez franchement les médecins. Ça dégage ce fameux temps médical. Ça permet de se recentrer effectivement sur des choses essentielles et ça a un mode d'activité qui est assez intéressant également pour les collaborateurs. Et pourtant, ça se déploie peu. Une question, oui? Sur les assistants médicaux,
Très clairement, là j'ai un exemple, par exemple, d'un étudiant qui a passé sa thèse, justement, qui avait fait sa thèse dessus et qui utilise justement l'assistant médical actuellement. Et en venant s'installer, il m'a dit j'ai besoin de deux cabinets. Je lui dis mais pourquoi tu es tout seul? Et il me dit non, j'ai besoin de 2 cabinets absolument avec une porte centrale, donc il fallait un aménagement spécifique. Et là, l'URPS est là justement en soutien. Et il m'explique et il me dit justement, je vais avoir un cabinet avec où moi je vais passer entre les portes, mais par contre mon assistante médicale va accueillir le patient, le préparer effectivement comme tu disais, et voilà. Et c'est ces systèmes-là qui sont pas mis aujourd'hui en lumière, mais qui permettent de gagner du temps médical effectivement. Il y a après, je voulais en parler aussi un petit peu, il y a l'IA aussi qui permet, je jette un pavé dans la mare, mais une IA bien utilisée aujourd'hui, c'est aussi un gain de temps, notamment pour la toxicité administrative dont on parlait tout à l'heure. Et là, on peut gagner jusqu'à 1 heure de temps, ce qui est énorme. Et effectivement, voilà, c'est pas négligeable. Et c'est tous ces outils-là qu'il faut mettre en avant pour pouvoir vraiment simplifier le travail des professionnels de terrain. Je rebondis, effectivement, vous avez raison, ça se déploie sans doute pas assez, et particulièrement pas assez en Île-de-France, parce que ça se déploie mieux dans les autres régions que l'Île-de-France. Mais comme le disait très justement Omar, en fait, on a une problématique d'espace, en fait. C'est-à-dire que pour avoir un assistant médical, vous pouvez pas le mettre sur vos genoux, en fait. Vous voyez, donc généralement, il faut quand même avoir un endroit où il puisse travailler. Et dans un cabinet médical, les mètres carrés sont relativement comptés. Et donc, si vous devez avoir un espace pour votre assistant médical, plus un espace, par exemple, pour votre interne, grosso modo, ça commence à faire beaucoup de mètres carrés qu'il faut que vous financiez, et il y a une problématique ensuite économique. Voilà, donc c'est sans doute très intéressant, mais on voit bien que dans la mise en œuvre, c'est quand même encore un peu compliqué. Juste pour vous donner un chiffre, en Essonne, on a 148 assistants médicaux, autant aussi auprès des médecins spécialistes que généralistes, mais on est tout à fait pour ce déploiement encore plus important. Et alors, je me suis laissé entendre dire également que l'URPS médecin avait des facilitations, puisque quand on discute avec quelques médecins, ce qui peut effrayer, je ne voudrais présager de rien, c'est le fait de devenir employeur direct d'un professionnel, en tout cas d'un collaborateur. Très souvent, c'est que là où il faut qu'en mettre l'accent, c'est sur des médecins, pas forcément nouveaux installés, mais anciens installés, pour essayer de dégager ce temps médical dans la période qui approche de la retraite pour qu'ils récupèrent un peu de souffle, mais cet élément-là coince. Et en investiguant un peu, il s'avère qu'il y a des solutions qui sont proposées, mais malheureusement un peu mal connues. Alors oui, en fait, il est vrai que être employeur, ça fait un peu peur. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit à quoi ça expose en fait, et être employeur quand on est en plus en fin de carrière, c'est se dire oula, en fait, je vais me lancer peut-être dans quelque chose d'un peu compliqué pour les quelques années qui me restent à faire. Donc on a tout simplement en fait adhéré en tant qu'URPS médecin à ce qui s'appelle un groupement d'employeurs, qui s'appelle le groupement d'employeurs santé en fait inter-URPS, et qui permet en fait au travers du recours à ce groupement d'employeurs en fait de ne pas être employeur directement, mais d'avoir une prestation de service qui permet d'avoir son assistant mis à disposition, et donc tout ce qui est partie bulletin de paye, contrat de travail, gestion des vacances, des contentieux qui peuvent exister, qui est fait en fait par le groupement d'employeurs. Voilà. Donc ça a un coût forcément, puisque en fait on délègue cette fonction-là à un groupement d'employeurs, qui est une association créée en inter-URPS, mais c'est vrai que ça peut rendre service pour ceux qui n'ont pas envie de gérer cet administratif-là. Bon, sur le fond, c'est pas insurmontable, et quand on est jeune et motivé, on peut quand même le faire par soi-même. Une question de Monsieur Larage. Juste, effectivement, le groupement d'employeurs est assez intéressant. Néanmoins, je crois qu'il y a une petite subtilité, parce que vous avez votre propre assistant médical, je pense, César, alors que quand on apporte notre propre assistant médical, on ne peut pas adhérer au groupement d'employeurs. En fait, vous voulez dire sur les aides perçues ou sur Si le médecin, par exemple, a son assistante, par exemple, ou son assistant, oui. C'est qui l'emploie.
C'est directement le groupement d'employeurs ou concrètement? Alors, en fait, Parce que le médecin libéral, il est libre. Soit il dit, moi, je me sens tout à fait à l'aise pour signer le contrat de travail en fait avec mon assistant et donc voilà, il est employeur directement. Soit il dit, non, je le sens pas et donc en fait, il passe par le groupement d'employeurs et à ce moment-là, c'est le groupement d'employeurs qui est employeur et le médecin, il reçoit simplement une facture à la fin du mois qui lui dit, voilà, votre assistant, il a travaillé tant d'heures pour vous, vous nous devez tant et ensuite le groupement d'employeurs va se charger de faire le bulletin de paye et de régler en fait l'assistant. Donc le médecin n'est pour le coup plus employeur. Mais c'est pas incompatible avec le fait de recevoir l'aide de l'assurance maladie. Voilà, les médecins en bénéficient, qu'ils fassent appel au groupement d'employeurs ou qu'ils emploient directement. Okay. Docteur Estadieux, vous aviez un dernier élément à apporter là-dessus? Oui, par rapport au blocage qu'il peut y avoir, il se trouve que par exemple, dans un cabinet médical, il y a un problème de local, un problème aussi de finances souvent. Et un médecin l'assistant médical, ce qui peut poser problème, c'est qu'il faut 2 ans pour le former. Et qu'il il se forme pendant qu'il travaille. C'est la seule profession qui a eu ça. C'est-à-dire qu'ils ont une possibilité d'être assistant avant d'avoir été formés. Et donc, du coup, là où ça peut être compliqué, c'est que pendant que cet assistant se forme, il y a 1 à 2 jours par semaine où il n'est pas là. Donc, il faut que soit il arrive formé, soit il faut un autre complément pour le secrétariat ou pour le travail dans le cabinet. Et si, par exemple, la plupart des médecins désirent, par exemple, former leur secrétaire à devenir assistante médicale, ça, c'est très souvent la demande, mais c'est compliqué parce que, comme je vous le disais, pendant la formation, il n'est pas là. Il faut, dans les conventions avec la Sécu, avoir à la fois un secrétariat et un assistant. Une secrétaire ne peut pas devenir assistante médicale de manière simple. Donc ça, c'est un blocage. Il faudrait travailler là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment on peut financer ça? Parce que financièrement, ça peut poser problème à des cabinets d'avoir à la fois quelqu'un en formation et en même temps d'assurer un secrétariat à plein temps. Voilà. C'est une des complexités et ça freine pas mal de cabinets. Juste pour rebondir là-dessus, c'est en cela aussi où on parlait de la formation des jeunes, c'est leur apprendre à être chef d'entreprise. Et c'est vrai que la problématique du financement, aujourd'hui, alors certes, on se retourne toujours vers la CEPAM, toujours vers l'État. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on puisse être maître de nos propres moyens. Et en tant qu'acteur libéral et privé, on peut aujourd'hui, avec de l'ingénierie financière, et il faut le connaître, bien évidemment, parce que si on ne le connaît pas, on ne peut pas le faire, mais pouvoir justement investir dans des locaux, investir dans un outil de travail qui nous permette justement et d'employer, mais aussi d'avoir des locaux adéquats, etc. Le tout sans forcément solliciter la CEPAM. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et alors, avant de clôturer la table ronde, une dernière question posée collectivement à l'ensemble des intervenants. On a évoqué tout à l'heure le bien-être des soignants et en filigrane, on a pu percevoir qu'il n'y avait pas que du bien-être, mais parfois un peu de mal-être, surtout dans un système qui est sous tension avec des difficultés vécues beaucoup par les professionnels. On sait que la part des professionnels aujourd'hui en d'exercice collectif est assez minoritaire encore. Donc une majorité sont en exercice de groupe ou en exercice seul, exposés directement à de la difficulté et donc parfois en situation de souffrance. Avez-vous pu déjà, sur vos territoires respectifs, identifier des situations de difficulté vécues par des médecins ou d'autres soignants? Et y a-t-il eu des choses proposées afin de prendre en compte cela ou de les accompagner et de les aider? À titre personnel, récemment d'ailleurs, on a eu un cas, c'était avec les copropriétés. Les infirmiers avaient du mal, les médecins qui allaient faire des visites à domicile avaient du mal à se garer dans certaines copropriétés. Ils devaient aller se garer à 600 mètres. Or, le temps est compté. Pour un infirmier, aujourd'hui, c'est difficile d'aller perdre une demi-heure aller, une demi-heure retour pour aller chez un patient. Donc, il doit pouvoir se garer facilement, aller au patient pour pouvoir vraiment lui prodiguer ses soins. Et c'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, nous, en tant que CPTS, justement, on a appuyé les infirmiers et les professionnels de travail en allant voir le maire, en écrivant aux collectivités, enfin plutôt aux copropriétés. Et là, c'est en train d'avancer justement pour pouvoir faciliter... voilà. Alors, je te laisse en parler. Non, mais vas-y, finis. Mais voilà, c'était un exemple. Merci beaucoup. Docteur Zard? CPTS du Val d'Hier, on a un collectif burn-out.
Alors c'est pareil, c'est pour n'importe quel soignant, hein, médecin ou pas évidemment. Et dès que quelqu'un se sent en difficulté, il peut bénéficier en fait de groupes d'échange avec des psychologues en fait qui animent ces groupes d'échange pour n'importe quel sujet. Merci beaucoup, très intéressant, effectivement. Écoutez, merci pour l'ensemble de ces apports extrêmement riches. Je propose maintenant d'ouvrir les questions de la salle pour quelques minutes, puisque nous allons passer du coup à la table ronde suivante. Est-ce qu'il y a parmi ceux qui sont dans la salle des questions éventuellement à l'endroit des experts et des partenaires qui sont présents? Oui, pour l'attractivité, moi je suis médecin généraliste depuis très très longtemps. Juste le micro un peu plus près. Ouais, c'est un peu plus longtemps. Moi je suis médecin généraliste depuis très très longtemps. J'ai un exemple pour l'attractivité des jeunes avocats dans certains départements où il y a une prise en charge, en tout cas un exemple et une prise en charge de l'ordre des avocats pour avoir une couverture sociale, indemnité journalière, éventuellement complémentaire santé. Est-ce que ça serait pas intéressant? Parce que c'est un gros problème. Alors pour les jeunes, qui sont en très bonne santé, généralement, tout va bien, mais on évolue et c'est pas toujours une évolution favorable. Donc est-ce que ça serait pas aussi un critère d'attractivité, de proposer aux jeunes, voilà, si vous voulez, on vous propose vraiment une couverture qui fait que vous serez comme les salariés, ni plus ni moins. Que ce soit pour les jeunes femmes, c'est très important pour les grossesses, mais il n'y a pas que les grossesses, en cas de maladie chronique importante, etc. Et en cas d'absence Covid de la rentrée, des rentrées financières, ça pourrait être intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette observation qui est extrêmement intéressante d'ailleurs. En quoi peut-être collectivement et les CPTS notamment peuvent se constituer en un groupement capable de donner corps quelque part aux professionnels sur un territoire et d'avoir cet esprit de corporatisme où ça protège. Alors là, ça frôle un peu l'institutionnel sans doute, surtout dans un moment où on sait que la situation économique générale est particulière. On ne l'a pas verbalisé là, mais il y a également de la difficulté économique vécue à l'intérieur des territoires par les professionnels, parfois personnellement, mais également parfois parce que des charges structurelles de cabinets qui étaient existants deviennent un peu écrasants, parce qu'il y a des travaux de rénovation ou autres à faire, ou parce que simplement on était 3, 4 dans un cabinet ou dans une structure, et tout d'un coup on se retrouve à 2, puis 1, et on n'a pas d'autre solution, on se retrouve seul à faire face à des difficultés. Donc il y a des choses effectivement imaginées là-dessus, mais qui pourraient tout à fait donner lieu à d'autres réflexions pour la suite des échanges qu'on pourra avoir. Y aurait-il d'autres questions? Je vois une main tendue juste en face. Madame la déléguée de la préfète, il me semble, à l'égalité des chances. Oui, merci. Bonjour. Sur le territoire de Corbeil-Essonnes. Donc, je suis avec mes collègues aussi délégués de la préfète. Et on se posait la question, comment on peut parler d'attractivité, parce que vous êtes de nombreux CPS à proposer des actions très intéressantes sur l'attractivité. Mais comment vous faites pour pas rentrer en rivalité? Voilà. Merci. Je peux au moins répondre sur le versant fac. Je peux pas répondre forcément sur l'aspect CPTS parce que je crois qu'on s'entend à peu près correctement. Sur le versant fac, les internes sont sectorisés. C'est-à-dire que diplomatiquement, on n'a pas le droit de prendre un interne d'une autre fac. Voilà, ça répond un peu à la question. L'Essonne, c'est un peu particulier parce que nos facs de rattachement, c'est Créteil et Kremlin-Bicêtre. Donc en fait, logiquement, on n'est pas censé se tirer dans les pattes. Mais c'est pas toujours le cas. Même pour la maîtrise de stage, les maîtres de stage, normalement, doivent rester dans les territoires de chaque... Enfin, voilà, on est sectorisé, normalement, officiellement. Et peut-être côté CPTS, chaque commune est rattachée à une CPTS, et donc chaque professionnel de santé est aussi rattaché à un territoire de CPTS. Donc, le territoire de rattachement d'un professionnel de santé, il est identifié par son lieu d'installation.
Après, comme le montrent aussi des journées comme aujourd'hui, il y a des collaborations inter-CPTS qui existent en Essonne, les CPTS qui décident ensemble de travailler sur une thématique. On le voit aussi beaucoup sur le lien ville-hôpital, parce que les hôpitaux, par définition, ils ont des patients de tous les territoires, y compris en dehors du département de l'Essonne. Et donc, ils ont aussi besoin d'avoir des coopérations facilitées. On sait aussi qu'un patient peut vivre sur un territoire, avoir son médecin traitant sur un autre territoire. Et donc, tout ça, il y a besoin de travailler en bonne intelligence entre les territoires au sein du département. Et peut-être pour clôturer, une tentative de réponse à cette question, je crois qu'il ne peut pas avoir une réponse préétablie. Déjà, en premier lieu, je crois qu'on n'a aucun moyen aujourd'hui d'entraver la liberté d'un professionnel d'aller et de venir là où il le souhaite. Je pense que du jour où on commencera à dire attention, vous n'aurez plus le droit d'eux, on aura encore plus de difficultés à attirer. Maintenant, une fois ça dit, je crois que des événements tels que ceux-là concourent justement à limiter ce phénomène de dumping à l'installation de part et d'autre et de captation des professionnels de part et d'autre, parce que on sait que plus la situation va se dégrader, plus les territoires seront en difficulté et donc feront démonstration de moyens et de propositions pour attirer les professionnels. Or, si toutefois nous n'inventons pas de professionnels, c'est que nous ne pourrons que les trouver chez les voisins. Et donc là-dessus, je crois qu'il y a une nécessité à s'élever à l'échelon du dessus, à avoir des plateformes de coopération territoriale, de discussion territoriale et peut-être de propositions de structuration territoriale partagée, conseil départemental, assurance maladie, ARS, collectivité territoriale, commune, de manière à ce que non pas les nouveaux installés qui arrivent, parce que là, c'est très bien fait, ils rencontrent l'ordre, l'assurance maladie, l'URPS et les CPTS, c'est très bien, mais les nouveaux projets qui arrivent dans les territoires. On a un exemple, par exemple, qui a eu lieu sur Évry, où tout nouveau projet porté par tout autre acteur, et là, je peux le citer, c'était avec l'acteur Imodev, dont les représentants sont ici, et la maison de santé Pierre et Marie Curie. Un projet d'installation d'une structure nouvelle arrive sur un territoire. Il faut que très rapidement, les communes en question préviennent les CPTS, que les CPTS soient au courant et rentrent en discussion avec les acteurs au sein de ces territoires, de manière à voir quel est le projet de santé, j'oserais dire, en quoi est-ce qu'il peut devenir complémentaire par rapport aux offres qui sont existantes, et surtout en quoi il ne va pas fragiliser ce qui est déjà là. Parce que ce qui est certain, pour aller au-delà de ça, je le disais tout à l'heure en préambule, et l'enquête URPS médecins portée avec l'agglomération Grand Paris Sud l'a démontré, on a énormément de professionnels de santé aujourd'hui qui sont en difficulté, avec des locaux pas adaptés, avec des difficultés financières face à des locaux qu'ils avaient et qu'ils occupaient à plusieurs, et qui sont aujourd'hui en quête d'autres terrains d'installation. Simplement, ils n'ont plus la latitude et la visibilité pour lever la main et dire au secours, je suis là, aidez-moi. Ils sont dans leur coin. Or, si on avait des plateformes pour identifier ce type de projet, on peut, nous, CPTS, je pense, sans rien présager, se servir de relais, en tout cas, pour aller au contact du territoire, informer. Je pense que là-dessus, on peut arriver partiellement à résoudre le chose. Ensuite, pour aller plus loin, dans ce qui est des échanges entre les territoires cette fois-ci, ce sont d'autres éléments de discussion peut-être qui peuvent trouver des solutions, mais ça implique maintenant sans doute que les tutelles, les partenaires institutionnels s'engagent collectivement avec les professionnels, qu'on essaie d'imaginer ce qui n'existe pas, c'est-à-dire des modalités de gestion pour se mettre à l'abri de ce type de situation. Effectivement, je vous rejoins qu'il y a une problématique. Je remercie l'ensemble des partenaires et des experts pour cette table ronde. Merci pour les apports. Nous allons clôturer et donc je vais céder la parole à nos deux co-rapporteurs afin de nous en faire une synthèse. Bonjour à tous, on va vous synthétiser la table ronde numéro 1, santé et bien-être des professionnels. Alors, on a résumé en 6 points cette table ronde, mais pour commencer, voici une petite introduction. Cette table ronde a montré que l'attractivité territoriale ne pouvait se résumer que sous un angle financier et immobilier. Il faut la concevoir de manière très globale. Donc, et elle repose sur la qualité de vie au travail, la coopération et la structuration des conditions d'exercice. Et le premier point, je vais passer la main à ma collègue. Avant tout, je crois qu'on est tous d'accord pour avoir constaté qu'on est dans un contexte de mutation où les nouveaux professionnels de santé qui arrivent sur le territoire n'ont pas les mêmes attentes et les mêmes besoins que leurs prédécesseurs. Et que donc...
que la qualité de leur pratique, aujourd'hui, elle dépend autant de leur environnement professionnel, chose auquel on a l'habitude un petit peu de s'occuper, mais qu'elle dépend aussi fortement de leur environnement personnel, et que donc tout ce qu'on va devoir mettre en place devra tenir compte de ces deux paramètres. Pour continuer, le point numéro 2, c'était l'accueil comme premier levier d'attractivité. Les échanges ont beaucoup insisté sur ce point, sur le fait de considérer à la fois le professionnel et l'humain. Et donc de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, son cadre de vie, son installation, ses centres d'intérêt également, et son accessibilité pour exercer au mieux sa profession. Ensuite, le deuxième point qui a été évolué, c'est l'accueil structuré et chaleureux. Et là, c'est le rôle aussi de filière, d'accompagnement aussi des anciens, qui va donner de l'énergie. L'énergie va se partager entre les nouvelles générations et ceux qui sont plutôt expérimentés sur le territoire. Et ça permet également d'avoir une meilleure connaissance, quand le professionnel vient de s'installer, des dispositifs existants et de se sentir entouré, enrôlé dans cette pratique. Et on parlait tout à l'heure d'isolement, de rompre l'isolement. Je pense que c'est un point clé à souligner. Je le disais, nos jeunes ont des attentes différentes, et donc ils attendent un mode d'exercice moderne et coopératif. D'où l'intérêt de leur proposer des locaux modernes et attractifs, n'est-ce pas? Et donc tout ce qui est subvention ou aide financière est bien sûr toujours d'actualité. On a vu qu'il y avait déjà plusieurs dispositifs existants. Leur proposer aussi de s'initier à des nouvelles pratiques comme le recrutement des assistants médicaux, ou promouvoir la promotion envers la population pour leur soulager un petit peu le travail et les aider à travailler autrement. Ça, c'est des choses qui sont importantes aussi à mettre en place. Développer le réseau de professionnels, les aider à se connaître, à connaître leurs collègues, à connaître les acteurs locaux. C'est quelque chose qui va les faire venir effectivement et qui va leur donner envie de s'installer. Et voilà, et le partage d'expériences, la découverte du territoire. Le point numéro 4, c'était la reconnaissance et les conditions d'exercice sécuritaires. Malheureusement, vous êtes tous au courant, il y a de plus en plus de cas d'agression qui sont révélés. Et comment exercer si on ne se sent pas en sécurité? Donc les fondamentaux sont vraiment à respecter, et les dispositifs de soutien sont là aussi pour favoriser, pour accompagner les professionnels qui se sentent parfois en danger ou en manque de sécurité. Et donc c'est cette sécurité-là qui va être importante à mettre en place, ou à redonner confiance aussi aux professionnels. On peut aussi parler des aides financières qui sont ciblées, mais qui ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas le seul levier qui doit être mis en avant. Et on comprend bien que c'est une approche vraiment globale des nouveaux professionnels qui doit être mise en place. Et ensuite, la culture de la considération. On doit considérer le professionnel, l'écouter, écouter ses besoins, écouter ses idées, ses craintes, ses doutes également, et avoir des liens réguliers avec lui. Et je pense que c'est une très bonne chose d'avoir des entretiens annuels réguliers pour pouvoir suivre le professionnel tout au long de sa carrière. Tac, tac, tac. Tout ce qui est donc transmission et stage. Comment accueillir nos stagiaires? Pour les nouveaux professionnels de santé qui arrivent, c'est compliqué. Il y a certes l'exercice libéral qui nécessite une mise en place complexe, mais il existe aussi des modes d'exercice salariés, et pour se retrouver là-dedans, c'est compliqué. Donc on a vu qu'il y avait des solutions qui existaient et qui sont plus que intéressantes et importantes à développer. On a vu aussi des propositions d'accompagner les internes et les étudiants en médecine, les étudiants divers, pour trouver des sujets de thèse et les accompagner sur leur thèse. Et effectivement, s'ils font une thèse sur le territoire, ils vont apprendre à découvrir le territoire, ils auront plus envie de s'installer aussi. C'est aussi des sujets qui sont intéressants. On voit bien que le stage, c'est un levier d'attractivité très très puissant, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On a vu aussi comment anticiper l'arrivée de nos docteurs juniors, qui était un sujet numéro 1 sur notre territoire actuellement. Et voilà. Ah oui, non, pardon, je voulais aussi dire, on pense à nos stagiaires, mais il ne faut pas oublier qu'il est important aussi d'accompagner nos soignants en fin de carrière pour passer le relais et ne pas laisser les patients sur la touche. Et enfin, le dernier point, le point numéro 6, sur la vision collective à construire. Tout à l'heure, on parlait de coordination, mais aussi de complémentarité. Et ce terme-là, il est, je pense, assez marquant. Et donc, il faut que ça passe par cette complémentarité, faire avec les forces de chacun pour tirer tout le monde vers le haut, et surtout accompagner du mieux nos patients et leurs besoins.
Merci beaucoup pour cette belle synthèse. C'est pas un exercice facile, hein, que de prendre l'ensemble des éléments au fil de l'eau et d'arriver à le restituer de cette manière-là. Un grand merci à l'ensemble des participants. Voilà, un grand merci. Encore une fois, je vous demande, s'il vous plaît, de les applaudir bien fort. Ça le mérite.